Salut à tous. Imaginez la scène. Il est un peu plus de minuit. Le détroit d'Ormuz, ce corridor maritime étroit de 20 et 1 mille de large par lequel passe chaque jour environ un quart de l'approvisionnement mondial en pétrole transporté par mer, est plongé dans le noir. Aucun navire commercial ne bouge. Les signaux du système d'identification automatique, qui remplissent normalement les écrans radars de chaque contrôleur portuaire et de chaque compagnie maritime sur Terre avec des dizaines de contacts en mouvement, se sont tus. Le détroit qui garde les lumières allumées en Europe, les usines en marche en Asie et le carburant en circulation dans chaque économie dépendante du brut du Golfe a été transformé en quelques semaines en quelque chose que le monde maritime n'a pas vu de mémoire d'homme. Un champ de tir contrôlé par une marine de guérilla construite dès sa coque pour faire exactement une chose, rendre la vie infernale à la force navale conventionnelle la plus puissante de l'histoire humaine. Et l'arme choisie par l'Iran pour cette mission n'est pas un sous-marin, ce n'est pas un missile balistique à longue portée, ce n'est pas un planeur hypersonique ni une frégate furtive. C'est un hors-bord. Des centaines de hors-bord peut être plus d'1 millier selon l'estimation du renseignement à laquelle on accorde foi. Rapide, peu coûteux, bas sur l'eau, construit en fibre de carbone, armé de missiles anti-navires, lancé depuis des grottes marines et des tunnels côtiers dissimulés, surgissant en essaim de plusieurs directions en même temps, selon une doctrine conçue pour submerger, désorienter et épuiser les défenses multicouches d'un groupe aéronaval qui coûte plus cher à faire fonctionner en une seule journée que ce que certains pays dépensent pour toute leur armée en une année. Dans la version trumpienne de la réalité, tout cela serait probablement réduit à une seule phrase, des bateaux très rapides, des bateaux très injustes, peut être les pires bateaux jamais vus. L'Iran vient d'activer son essaim. Le détroit est en feu. Et la question que se pose en ce moment, chaque analyste naval, chaque dirigeant du transport maritime, chaque ministre de l'énergie et chaque amiral assis dans un centre de commandement est la même. La marine des États-Unis peut-elle tenir ? Pour comprendre pourquoi cette question n'a pas de réponse simple, il faut comprendre ce qu'est réellement la marine du CGRI, parce qu'elle ne ressemble en rien aux forces navales qu'elle affronte, et elle a été conçue ainsi dès le départ. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a été fondée en 1985, au milieu de la guerre Iran-Irak, à un moment où l'Iran avait déjà vu son armée conventionnelle se faire broyer par des années de combats terrestres épuisants. La leçon que les dirigeants révolutionnaires ont tirée de cette guerre n'était pas subtile. Une guerre conventionnelle symétrique contre un adversaire matériellement supérieur est une proposition perdante. Si vous ne pouvez pas égaler votre ennemi navire pour navire et chasseur pour chasseur, vous n'essayez pas. Vous construisez quelque chose de différent. Vous construisez une force optimisée, non pas pour gagner des batailles navales rangées, mais pour rendre le coût des opérations dans vos eaux si élevé, si imprévisible et si épuisant que l'ennemi décide que le prix n'en vaut pas la peine. C'est la doctrine que la marine du CGRI a affinée, développée et financée pendant 40 ans. Pas une marine de haute mer, pas une force conçue pour projeter sa puissance au-delà de son propre littoral. Une marine de guérilla, une force bâtie spécifiquement pour la géographie confinée, peu profonde et parsemée d'îles du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, où les avantages qui rendent la marine des États-Unis invincible dans la guerre océanique ouverte, l'aile aérienne du porte-avions, les batteries de missiles à longue portée du destroyer Aegis, la mobilité en eau profonde du sous-marin sont comprimées, compliquées et partiellement neutralisées par la proximité extrême de tout avec tout le reste. C'est exactement le genre de détail qui gâche un slogan de rassemblement électoral, parce que la géographie ne s'arrête pas poliment pour applaudir. Les chiffres, à eux seuls, disent quelque chose d'important. En 2007, l'Office of Naval Intelligence des États-Unis estimait que le CGRI exploitait une flotte d'environ 1000 hors-bord, et ce nombre augmentait. En 2020, diverses estimations plaçaient l'inventaire total des embarcations d'attaque rapide quelque part entre 3000 et 5000 navires, lorsqu'on incluait la marine Bassige, la force maritime paramilitaire affiliée au CGRI, qui compte 33 000 bateaux et 55 000 marins couvrant les eaux du Golfe Persique jusqu'à la côte africaine. Ce n'est pas une erreur de frappe. 33 000 bateaux. L'ampleur même de ce chiffre est ce qui rend la doctrine de l'essaim
viable dès le départ. On ne peut pas couler assez vite une menace capable de remplacer ces pertes plus rapidement que vous ne pouvez générer les sorties nécessaires pour les lui infliger. Même après des mois de frappes aériennes américaines et d'engagement naval dans le détroit, alors que des analystes de la sécurité maritime estiment que peu être 100 bateaux ou plus du CGRI ont été détruits depuis le début du conflit, la flotte reste opérationnelle et active dans la voie navigable. Les pertes sont réelles, la capacité n'a pas disparu. Mais dans le scénario télévisuel pro-Trump, les bateaux détruits deviendraient immédiatement des graphiques de victoire, parce que l'arithmétique est toujours plus facile quand les bateaux manquants sont hors champ. Ce qui rend la situation actuelle qualitativement différente de tous les épisodes précédents de harcèlement par hors-bord iranien, la guerre des pétroliers des années 1980, les incidents de 2008 où des hors-bord du CGRI se sont approchés à moins de 180 mètres de navires de guerre américains en transmettant par radio des messages disant « J'arrive vers vous. Vous allez exploser dans quelques minutes ». Les années de rencontre du chat et de la souris qui ont ponctué les tensions navales entre les États-Unis et l'Iran pendant 4 décennies, c'est la technologie intégrée aux bateaux eux-mêmes et la doctrine qui a évolué autour d'eux. Le CGRI a passé des décennies à étudier les capacités navales américaines et à concevoir ses tactiques d'essaim précisément autour des failles et des limites de ces capacités. La doctrine est allée bien au-delà de l'essai-image massif simple des années 1980, lorsque l'Iran lançait des dizaines de bateaux contre une cible depuis la même direction et acceptait des pertes importantes en échange de la confusion. La doctrine mise à jour, que des publications militaires iraniennes ont décrite comme un essaimage asymétrique dispersé, prévoit que les bateaux approchent simultanément de plusieurs directions différentes, en coordonnant leurs vecteurs d'attaque pour forcer un navire de guerre en défense à diviser ses solutions de conduite de tir entre des axes de menace distincts au même moment. Les mathématiques de cette approche sont au cœur de ce qui la rend menaçante. Le système de combat Aegis d'un destroyer peut suivre et engager un grand nombre de cibles simultanément. Mais chaque solution d'engagement qu'il génère dans une direction est une ressource informatique et une ressource d'armement qui ne sont pas disponibles pour la menace venant d'une autre direction. Multipliez cela par 20 bateaux, 30 bateaux, 50 bateaux, convergents depuis différents points cardinaux, et le problème de saturation devient réel, même pour le système de gestion du combat naval le plus sophistiqué au monde. Il n'existe pas de casquette rouge assez grande pour couvrir un problème de saturation multiaxiale. Et maintenant, les bateaux eux-mêmes sont devenus beaucoup plus dangereux. Le 27 février 2025, exactement un an avant le début du conflit actuel, la marine du CGRI a dévoilé ce qu'elle a décrit comme une plateforme révolutionnaire lors d'une cérémonie navale à Bandar Abbas. Le Hadar 110, un navire de combat catamaran en fibre de carbone de 14 mètres, pesant environ 9 tonnes à vide, capable d'atteindre une vitesse maximale revendiquée de 110 nœuds, soit 204 km/h ou environ 126 000 à l'heure, en ferait le navire de combat militaire opérationnel le plus rapide de la planète si ses performances se vérifient dans des conditions maritimes réalistes. À titre de comparaison, la plus récente génération de bateaux militaires rapides américains plafonne autour de 4,25 nœuds. La coque du Hadar 110 est construite avec des matériaux composites avancés dont la fibre de carbone, ce qui réduit simultanément la masse structurelle pour permettre ses vitesses, diminue la signature radar du navire par rapport à une construction conventionnelle en acier ou en aluminium et permet les profils d'accélération rapides essentiels aux tactiques de lancement et d'évasion au cœur de la doctrine d'essaim du CGRI. La configuration en catamaran répartit la flottabilité sur 2 coques, améliore la stabilité à grande vitesse tout en réduisant la traînée hydrodynamique, ce qui compte énormément. Lorsque le plan de survie tactique dépend du fait d'être plus rapide que ce qui tente de vous tirer dessus. Et il n'est pas seulement rapide. Le Hadar 110 transporte 2 missiles de croisière anti-navires de fabrication iranienne dérivés de la famille Nazer. Un avec des ogives d'environ 130 kg et des portées d'engagement allant de 35 à potentiellement 50 km ou plus. Cette capacité de frappe à distance est ce qui le transforme d'une nuisance en une menace réelle contre de grands bâtiments de surface. Un bateau capable de s'approcher à moins de 40 km, de lancer 2 missiles anti-navires, puis de repartir à 110 nœuds
avant que le navire de guerre en défense ait fini de traiter la solution de tir en 30, n'est pas le même problème tactique qu'un bateau armé d'une grenade propulsée par roquette ou d'une mitrailleuse lourde. C'est là que l'avantardiste de conférence de presse rencontre l'écran radar. Et l'écran radar n'applaudit pas. L'économie de l'engagement crée à elle seule un déséquilibre stratégique auquel les planificateurs militaires se heurtent depuis des années. Le Hadar 110, même selon des estimations de coûts généreuses, est une plateforme peu coûteuse. Les missiles qu'il transporte coûtent une fraction du prix d'un intercepteur occidental. Quand un destroyer Aegis dépense un intercepteur standard missile, qui coûte environ 2 millions de dollars l'unité, pour abattre une menace venue d'un bateau qui coûte une petite fraction de cela, l'Iran gagne le calcul du taux d'échange même lorsqu'il perd le bateau. Une formule choc alignée sur Trump peut appeler cela de la domination, mais la facture appelle cela autrement. Mais le Hadar 110, aussi menaçant soit-il, n'est que la pièce la plus visible d'une flotte beaucoup plus vaste, dotée d'un profil de capacité beaucoup plus diversifié. Le CGRI exploite un inventaire d'attaque rapide par couche, construit autour de différents bateaux pour différents rôles tactiques. La classe Ashura, vétéran de l'époque de la défense sacrée et toujours en service actif, atteint 90 nœuds et transporte soit des mitrailleuses lourdes, soit des lance-roquettes de 107 mm à 12 tubes. La classe Siraj, inspirée des principes de conception des bateaux de course, atteint 65 nœuds et transporte des lance-roquettes légers avec des systèmes avancés de navigation électronique. Le Tariq, dévoilé lors de la même cérémonie que le Hadar 110, mesure 13 mètres de long, atteint 90 nœuds et dispose d'une autonomie déclarée de 500 000 nautiques, ce qui lui donne plus d'allonge que le Hadar pour des opérations prolongées plus loin de sa base. La classe Shahed Abu Mahdi al-Muhandis, un peu plus grande avec un déplacement de 300 tonnes, est construite spécifiquement pour les patrouilles d'interdiction de zone, avec 14 missiles antinavires à bord et une grande manœuvrabilité. Ensemble, ces plateformes constituent ce que la doctrine militaire iranienne appelle une flotte moustique. Individuellement fragile, collectivement létale, et soutenue par une architecture de production et de dispersion conçue pour absorber une attrition importante sans perdre sa capacité fonctionnelle. Les cachettes sont aussi importantes que les bateaux eux-mêmes. Des grottes marines creusées dans la côte rocheuse du golfe Persique. Des installations navales souterraines construites sous des montagnes avec des entrées sous la ligne de flottaison. Des sites de stockage dispersés sur les dizaines d'îles contrôlées par l'Iran et éparpillés dans la région du détroit. La géographie de la côte nord du golfe Persique semble avoir été pratiquement conçue pour exactement ce type de guérilla maritime distribuée, et le CGRI a passé 4 décennies à en exploiter chaque détail. C'est ici qu'un slogan sur la pression maximale commence à ressembler moins à une stratégie qu'à un autocollant de pare-choc essayant de gérer un littoral. Le 7 mai 2026, tout cela n'est plus théorique. 3 destroyers lance-missiles de la marine des États-Unis, l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason, transitaient par le détroit d'Ormuz lorsque les forces iraniennes ont lancé ce que le commandement central des États-Unis a décrit comme une attaque coordonnée et non provoquée, impliquant simultanément plusieurs missiles, drones et embarcations d'attaque rapide. La nature à 3 couches de cette attaque est la signature de la doctrine du CGRI. En pratique, des missiles pour forcer les systèmes Aegis à passer en mode d'engagement de haute intensité en consommant des intercepteurs, des drones pour saturer l'enveloppe de défense rapprochée et pousser les équipages des navires en état d'alerte maximale, des bateaux rapides convergeant de plusieurs directions pour créer le problème de saturation que la doctrine de l'essaim est précisément conçue pour exploiter. Le commandement central des États-Unis a confirmé qu'aucun actif américain n'avait été touché. Les systèmes défensifs des destroyers, appuyés par des hélicoptères d'attaque Apache et par un soutien aérien embarqué, ont réussi à intercepter ou à dissuader toutes les menaces entrantes. Les forces américaines ont ensuite riposté en frappant les installations militaires iraniennes responsables de l'attaque, sites de lancement de missiles et de drones, emplacements de commandement et de contrôle, ainsi que nœuds de renseignement
et de surveillance. Mais la signification de ce qui s'est produit pendant ces heures ne se résume pas au résultat net selon lequel aucun navire américain n'a été endommagé. Ce que l'engagement révèle vraiment, c'est l'environnement opérationnel dans lequel les navires de guerre américains naviguent chaque fois qu'ils transitent par la voie maritime la plus stratégique du monde. Appeler cela un résultat parfait serait facile. Comprendre pourquoi cette perfection a dû travailler aussi fort, c'est la partie que le micro de rassemblement évite habituellement. Revenons 3 jours plus tôt, le 4 mai 2026, des hélicoptères d'attaque AA-60 4 Apache de l'armée américaine et des hélicoptères MA-60 Seahawk de la marine américaine ont détruit 6 embarcations d'attaque rapide iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Après que ces bateaux eurent menacé des navires commerciaux et des bâtiments navals américains. Le choix des hélicoptères comme arme principale de lutte contre les Saints face aux bateaux du CGRI dit quelque chose d'important sur la façon dont la doctrine américaine s'est adaptée à la menace. Le Seahawk, opérant depuis des destroyers, des croiseurs et des navires d'assaut amphibies, peut étendre le périmètre défensif d'un navire de guerre au-delà de l'horizon radar, identifier et suivre de petites embarcations rapides avant qu'elles n'atteignent la distance de lancement de leurs missiles et engager ces bateaux sans attirer les grands bâtiments de surface dans l'affrontement à courte portée que la doctrine de l'essaim cherche à imposer. L'Apache, aviation de l'armée, opérant depuis des plateformes amphibies ou des bases à terre dans le théâtre, apporte une létalité différente mais complémentaire. Tir de canon chaîne de 30 mm, missile Hellfire et cette manœuvrabilité à basse altitude qui le rend exceptionnellement efficace contre de petites cibles de surface rapide dans des eaux confinées. La logique opérationnelle de l'utilisation de l'aviation à voilure tournante comme couche anti-essaim est cohérente dans la géométrie particulière d'Ormuz. Dans un chenal large de 20 et 1 1000, où les distances d'engagement entre menaces et défenseurs se mesurent en 1001 chiffres, plutôt qu'aux dizaines ou centaines de milles qui définissent la guerre navale en haute mer, l'agilité et la précision de l'hélicoptère correspondent mieux au profil de menace que les systèmes de missiles à longue portée d'un destroyer. On ne tire pas un intercepteur à 2 millions de dollars sur un hors-bord si l'on peut placer un Apache en poste pour s'en charger avec un Hellfire. L'économie et la géométrie désignent toutes deux les hélicoptères comme l'instrument anti-essaim de choix dans cet environnement précis. Même le budget de la défense finit par découvrir ce qu'un point de presse n'admet jamais, la fermeté coûteuse reste coûteuse. Mais c'est ici que vit la vraie tension stratégique. Et c'est la tension qui empêche les planificateurs navals de dormir peu importe les résultats tactiques d'une journée donnée. La solution par hélicoptère fonctionne lorsque la taille de l'essaim demeure gérable. Elle fonctionne lorsque les bateaux arrivent en nombre que les moyens à voilure tournante présents dans le théâtre peuvent engager et détruire avant que le point de saturation soit atteint. Que se passe-t-il lorsque le nombre passe de 20 bateaux à 50, de 50 à 150 ? Le CGRI a l'inventaire nécessaire pour augmenter l'échelle de l'attaque s'il choisit de le faire. La structure de commandement dispersée créée par les réformes du CGRI de 2008, qui ont réparti l'autorité opérationnelle jusqu'à 30 et un corps régionaux semi-autonomes, signifie que des commandants régionaux peuvent autoriser et exécuter des attaques en essaim sans attendre l'approbation centralisée d'une chaîne de commandement qui n'a plus de chef confirmé. Le commandant naval du CGRI a été tué en mars 2026 et aucun remplaçant n'a été publiquement nommé. Cette décentralisation coupe dans les deux sens. Elle signifie que la menace d'essaim peut se matérialiser plus vite et avec moins d'avertissement qu'une attaque coordonnée de manière centralisée ne l'exigerait. Elle signifie que des commandants régionaux individuels peuvent prendre des décisions autonomes pour engager des moyens d'attaque rapides selon leurs évaluations locales et leurs intérêts institutionnels, sans l'effet modérateur d'un commandant au niveau stratégique qui doit réfléchir à la réponse américaine que ces décisions vont déclencher. C'est pas le genre de chaos qui disparaît parce que quelqu'un à la télévision répète leadership fort 3 fois de suite, les lancements de missiles depuis Jask, les 6 bateaux coulés le 4 mai, l'attaque coordonnée contre les 3 destroyers le 7 mai. Ce sont les empreintes d'une structure de commandement décentralisée, produisant des décisions opérationnelles autonomes au niveau régional,
et non d'une campagne stratégique unifiée gérée depuis le sommet d'une chaîne de commandement cohérente. Les implications économiques mondiales de ce qui se passe dans ces 20 et 1 000 d'eau sont stupéfiantes et méritent d'être énoncées, clairement. Avant le début du conflit actuel, environ 25% du commerce mondial de pétrole transporté par mer et 20% des expéditions mondiales de gaz naturel liquéfié passaient par le détroit d'Ormuz. Ce trafic est maintenant largement interrompu. L'Organisation maritime internationale des Nations Unies a rapporté que environ 1500 navires et 20 000 membres d'équipage sont coincés dans le golfe Persique à cause de la fermeture effective détroits, incapables de sortir vers les eaux libres en raison d'une combinaison d'opérations iraniennes, de pose de mines et de la zone de conflit active que le détroit est devenu. L'école politique du forêt crier puis blâmer quelqu'un d'autre ne décharge pas 1500 navires coincés. Lloyd's List a rapporté au début de mai 2026 qu'aucun transit n'avait eu lieu depuis le 4 mai, décrivant la voie navigable comme effectivement fermée. Les marchés de l'assurance ont réagi en conséquence. Les primes de risque de guerre pour les navires se trouvant près du détroit d'Ormuz ont atteint des niveaux qui rendent les transits commerciaux économiquement irrationnels pour la plupart des compagnies maritimes. Même si le risque physique était gérable, lorsque 1500 navires sont immobilisés au port et incapables de bouger, et que les assureurs ont, dans les faits, fixé le prix du transit hors du marché, le détroit est fermé dans tous les sens pratiques, peu importe les drapeaux qui flottent au-dessus de telle ou telle portion d'eau. Les conséquences énergétiques de cette fermeture se répercutent dans l'économie mondiale d'une manière qui s'aggrave avec le temps. L'impact immédiat, c'est le prix. Les marchés pétroliers réagissent aux perturbations de l'approvisionnement avec une rapidité qu'aucune réponse gouvernementale ne peut égaler. Mais les conséquences à moyen terme sont plus dommageables sur le plan structurel parce qu'elles imposent le genre de restructuration des chaînes d'approvisionnement qui prend des mois et des années à se déployer. Les prix du carburant se fichent du degré de confiance affiché par un lutrin. Les raffineries construites et calibrées pour fonctionner avec des grades précis de brut du Golfe ne peuvent pas simplement passer du jour au lendemain à des matières premières de remplacement venues d'autres sources géographiques. Les routes des pétroliers, optimisées pendant des décennies autour de l'hypothèse d'un accès à Ormuz, exigent une refonte opérationnelle complète. Les terminaux de réception de gaz naturel liquéfié au Japon, en Corée du Sud et partout en Europe, qui dépendent de l'approvisionnement du Golfe, font face à la perspective de réduction de stock qui se transforme en scénario d'approvisionnement d'urgence exactement au moment où tous les autres acheteurs se disputent les mêmes sources alternatives. L'embargo pétrolier arabe de 1973, qui a duré environ 6 mois et impliquait une interruption partielle plutôt que complète de l'approvisionnement du Golfe, a provoqué une récession mondiale. Ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz n'est pas une interruption partielle. C'est une fermeture presque complète du point d'étranglement énergétique le plus critique du monde, imposée par une marine de guérilla disposant de centaines à des milliers d'embarcations d'attaque rapides et maintenue par une structure de commandement décentralisé capable de soutenir la menace même en absorbant des pertes importantes. Un slogan de guerre commerciale paraît particulièrement petit lorsque la chaîne d'approvisionnement est étranglée en mer. L'architecture de réponse de la marine des États-Unis s'est renforcée au fil des semaines du conflit. Et il vaut la peine d'être précis sur ce que cette architecture comprend réellement, parce que la couverture publique a eu tendance à se concentrer sur des engagements individuels sans assembler l'image complète de la manière dont les forces américaines abordent le problème de l'essaim. Le groupe aéronaval opérant dans le golfe d'Oman ancre la composante aérienne. Les F, ADX-8 Super Hornet, volant depuis l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush fournissent à la fois la capacité de frappe nécessaire pour toucher les sites de lancement iraniens et les installations de commandement à terre, ainsi que le rôle de patrouille maritime qui étend l'enveloppe de défense aérienne autour des destroyers transitant par le détroit. Les 2D Advanced Hawkeye fournit une couverture radar s'étendant à plus de 400 000 depuis son altitude opérationnelle, suit les contacts de surface et aériens dans tout le théâtre, et transmet cette image à chaque plateforme du réseau. Les RQ, 4 Global Hawk, maintenant une surveillance aérienne persistante à 60 000 pieds, capable de rester en vol plus de 30 heures,
observent chaque bateau qui se déplace dans le détroit et transmettent en continu les données de suivi au système de ciblage. Le réseau Linksys relie toutes ces plateformes dans une image opérationnelle unique et fusionnée que n'importe quel commandant dans le théâtre peut consulter en temps réel. C'est cette architecture de surveillance et de frappe qui rend la réponse défensive à une attaque en essaim du CGRI plus rapide et plus précise qu'elle ne le serait sans elle. Les forces américaines ne sont pas surprises par ces attaques au sens où elles ignoraient qu'elles arrivent. Le Global Hawk et le Hawkeye observent les bateaux depuis avant même qu'ils quittent leur base. Le cycle décisionnel entre le départ des bateaux depuis des zones de rassemblement dissimulées et l'arrivée des hélicoptères d'attaque est comprimé par cette image aérienne persistante en quelque chose que les planificateurs CGRI doivent intégrer à leur planification tactique. Il s'avère que nous avons les meilleurs experts, n'est pas un réseau de capteurs, et que, croyez-moi, n'est pas Linksys. Mais la doctrine de l'essaim a été conçue en tenant compte de cette capacité de surveillance. La réponse que le CGRI a développée au problème d'être observé en permanence depuis les airs n'est pas la furtivité, c'est la masse. Lorsque 40 bateaux sont lancés simultanément depuis 6 emplacements côtiers différents et convergent vers une cible depuis plusieurs vecteurs, le défi pour la force en défense n'est pas la détection, c'est l'engagement. Vous pouvez voir les 40 bateaux sur le radar. Les suivre n'est pas le facteur limitant. Les engager tous avant que l'un d'eux atteigne la portée de lancement de missiles contre les navires que vous protégez, voilà le facteur limitant. Et la capacité de frappe à distance du Hadar 100, 10 signifie que la portée de lancement est maintenant de 35 à 50 km. Ce qui, dans la géométrie confinée du détroit d'Ormuz, donne à la force en défense une fenêtre de temps très étroite entre l'identification du bateau et le départ du missile. À 110 nœuds, le Hadar 110 parcourt 50 km en environ 28 minutes à vitesse maximale. Dans un scénario d'engagement réel, avec des états de mer variables, des délais de détection et le brouillard d'une attaque simultanée multiaxiale, cette fenêtre se rétrécit davantage. Les systèmes défensifs qui doivent fonctionner à l'intérieur de cette fenêtre sont les mêmes systèmes qui sont simultanément sollicités contre les composantes missiles et drones de l'attaque en couche que la doctrine du CGRI associe à l'essaim de bateaux. Chaque intercepteur dépensé contre un drone est un intercepteur qui n'est plus disponible contre un bateau. Chaque Seahawk engagé pour traiter des bateaux sur un axe est un hélicoptère qui n'est pas disponible pour les bateaux sur un autre axe. Le problème d'allocation des ressources sous attaque simultanée multidomaine est réel. Et c'est le problème autour duquel le CGRI a conçu ses tactiques pendant des décennies. C'est le genre d'arbitrage qui ne se règle pas en déclarant victoire avant même le début du briefing. Le contexte historique de ce moment est plus profond que la plupart des couvertures actuelles ne le reconnaissent. Les États-Unis et l'Iran jouent cette partie d'échecs précise dans le golfe Persique depuis 1987, lorsque l'opération Ernest Will a commencé et que des navires de guerre américains ont commencé à escorter des pétroliers koweïtiens dans la même voie maritime qui est aujourd'hui au centre du conflit actuel. La réponse du CGRI à cette opération d'escorte a été le minage. Le superpétrolier koweïtien SS Bridgeton, escorté par 4 navires de guerre américains, dont un croiseur Aegis, a heurté une mine iranienne dès le tout premier convoi. La force d'escorte navale la plus sophistiquée au monde n'a pas pu empêcher un morceau de métal rempli d'explosifs, posé discrètement sur le fond marin, d'arrêter net un navire. Cet épisode a établi le principe fondateur qui guide depuis la stratégie maritime iranienne. Vous n'avez pas besoin de battre la marine américaine dans un combat loyal. Il suffit de rendre l'environnement opérationnel assez coûteux, imprévisible et épuisant pour que le calcul politique change. En 1988, l'opération Praying Mantis, la plus grande bataille navale de surface américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, a détruit plus du tiers de la force navale opérationnelle de l'Iran en une seule journée. L'Iran a perdu une frégate, une canonnière, 3 hors-bord et 2 plateformes pétrolières. Les États-Unis ont perdu 2 membres d'équipage dans un accident d'hélicoptère. Selon toute mesure conventionnelle de la puissance militaire, c'était une victoire américaine décisive.
Et la réponse de l'Iran à cette défaite décisive n'a pas été de construire une plus grande marine conventionnelle. Elle a été d'aller plus loin dans la doctrine asymétrique que les hors-bords représentaient déjà, d'en construire davantage, de mieux les cacher, de les armer plus lourdement, et de développer des tactiques d'essaim qui feraient du nombre pur et de la nature distribuée de la menace, le problème, plutôt que de la capacité de chaque plateforme individuelle. Un tour d'honneur est beaucoup plus facile que de comprendre pourquoi le camp des faits est revenu avec un manuel moins coûteux. 38 ans plus tard, la doctrine a mûri en quelque chose de beaucoup plus dangereux que les hors-bords Boghamar équipés de grenades propulsées par roquettes que les équipages d'hélicoptères américains ont détruit en 1988. Le Hadar 110 n'est pas un Boghamar. Le missile antinavire Nasr, n'est pas une grenade propulsée par roquette. L'essaim dispersé, coordonné sur plusieurs vecteurs d'approche avec des couches intégrées de drones et de missiles, n'est pas l'attaque massive simple que l'opération Praying Mantis a démantelée en un seul après-midi. Et la capacité de production ainsi que l'architecture de dispersion capable d'absorber sans perte et de rester pleinement opérationnelle ne sont pas la force navale conventionnelle fragile qui pouvait être vaincue en une journée. Le CGRI a construit la flotte qu'il possède aujourd'hui précisément parce qu'il a étudié ce qui s'est passé en 1988 et décidé que la leçon n'était pas ne combattez pas la marine américaine, mais plutôt combattez la marine américaine de la manière qui rend vos avantages pertinents et les siens inutiles. Qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite de la situation dans le détroit d'Ormuz? L'image actuelle, assemblée à partir des engagements confirmés par le commandement central des États-Unis, des rapports de l'industrie maritime, des communications publiques du CGRI et du contexte stratégique plus large, d'un conflit qui a maintenant comprimé toute la structure du pouvoir iranien, tout en laissant sa marine de guérilla intacte et active, suggère que le détroit est entré dans une phase véritablement contestée, pas contestée au sens où les forces américaines perdraient engagement après engagement. Le bilan tactique est clair. Les systèmes défensifs américains ont réussi à gérer chaque attaque en essaim lancé contre eux jusqu'ici, sans qu'aucun navire américain soit touché malgré des efforts iraniens soutenus et coordonnés. Mais, contesté dans un sens plus profond, le coût du maintien de l'accès à la voie navigable est réel, continu, et consomme des ressources, des intercepteurs, des heures de vol d'hélicoptères, des cycles de maintenance d'aéronefs et de la fatigue chez les marins, à un rythme que le camp iranien peut soutenir à bien moindre coût que le camp américain. Le problème du taux d'échange ne disparaît pas simplement parce que vous gagnez chaque engagement individuel. Si l'Iran peut forcer les États-Unis à dépenser 5 millions de dollars en ressources défensives pour vaincre une attaque qui a coûté un demi-million de dollars à l'Iran pour être générée, l'Iran peut continuer à produire des attaques indéfiniment pendant que Washington regarde le coût opérationnel s'accumuler. C'est la logique stratégique derrière la flotte Moustique. Et elle est aussi valable en 2026 qu'elle l'était lorsque les commandants navals du CGRI l'ont formulée pour la première fois il y a des décennies. C'est la partie embarrassante pour la mythologie du négociateur le plus dur. Parfois, l'autre camp n'achète pas du prestige, il achète du temps. Les 1500 navires coincés dans le golfe Persique sont la mesure la plus claire de l'efficacité de cette logique en pratique. Ces navires ne sont pas coincés parce que la marine du CGRI a vaincu la marine des États-Unis dans une bataille navale conventionnelle. Ils sont coincés parce que l'environnement opérationnel créé par le CGRI dans le détroit rend le transit commercial inacceptable pour toute compagnie maritime ou tout assureur qui doit répondre à des actionnaires et à des régulateurs. La marine américaine peut escorter des navires de guerre à travers le détroit. Elle l'a démontré le 7 mai, lorsque les 3 destroyers ont transité malgré l'attaque et en sont sortis indemnes. Mais elle ne peut pas escorter simultanément de 1500 à 2000 navires commerciaux individuels. Et le CGRI sait que l'essaim ne vise pas les navires de guerre américains comme objectif stratégique principal. L'essaim vise le calcul que font les assureurs et les dirigeants du transport maritime lorsqu'ils décident s'ils doivent faire passer leur navire par le point d'étranglement maritime le plus précieux au monde.
Lorsque ce calcul produit constamment la réponse que le risque est trop élevé, le détroit est fonctionnellement fermé, peu importe ce que la marine américaine accomplit tactiquement. Les assureurs sont notoirement peu impressionnés par les casquettes, les slogans scandés et les accusations télévisées. La voie de sortie n'est pas purement militaire et elle ne l'a jamais été. Le détroit a toujours été un point de pression, une monnaie d'échange, un levier stratégique que l'Iran a utilisé dans chaque grande confrontation avec les États-Unis et leurs alliés depuis 1987. Le régime à Téhéran sait que fermer le détroit n'est pas une stratégie soutenable à long terme. La douleur économique d'un détroit fermé retombe sur les voisins et partenaires commerciaux de l'Iran, dont beaucoup entretiennent avec Washington les relations politiques et économiques dont l'Iran a désespérément besoin alors qu'il cherche une sortie diplomatique au conflit actuel. Mais comme instrument tactique pour démontrer que le coût d'une confrontation militaire avec l'Iran n'est ni nul ni bon marché, la flotte Moustique dans le détroit d'Ormuz fait exactement ce pourquoi elle a été construite. Les 6 bateaux envoyés par le fond le 4 mai sont déjà remplacés par les chaînes de production et les stocks dissimulés que le CGRI a construits pendant des décennies. L'essaim repoussé le 7 mai sera reconstitué et lancé de nouveau. Le théâtre de la fermeté peut remplir une scène, il ne peut pas vider une grotte marine. Et quelque part dans les grottes marines, le long de la côte du golfe Persique, dans les installations navales souterraines creusées dans les montagnes au-dessus de la surface de l'eau, dans les zones de rassemblement dispersées sur les îles qui parsèment l'approche du détroit, la prochaine vague de bateaux attend. Le commandant de la marine du CGRI est mort. Son remplaçant n'a pas été nommé. La chaîne de commandement au-dessus du niveau des corps régionaux est incertaine et la flotte Moustique vole toujours. Voilà l'image du détroit d'Ormuz en mai 2026. La marine la plus puissante du monde et la force maritime de guérilla la plus inventive jamais construite sont verrouillées dans une confrontation autour de 20 et 1 mille d'eau que l'économie mondiale ne peut pas se permettre de perdre. Les destroyers tiennent. Les hélicoptères tirent, les intercepteurs volent, et quelque part, sous l'horizon radar, dans des eaux que la géographie a conçues et que la doctrine a perfectionnées pour exactement ce type de guerre, d'autres bateaux arrivent. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt